imminente, c'est-à-dire ce qui nous permet de dire que peut-être, même certainement, après la vie, ou après la mort, il y a quelque chose. Eh bien, ce sont des expériences qui ont été faites en 2001, pardon, par Pim Van Lovell dans le Lancet. Alors, tout le monde a entendu parler du Lancet. Le Lancet, c'est un magazine, un journal scientifique. Et nous, les scientifiques, on a l'habitude de mettre nos recherches dans des journaux qui sont prévus pour que nos pairs puissent les lire. Ces journaux sont notés. On appelle ça des impact factors. Et chaque scientifique a sa propre note et le service dans lequel il travaille, donc le laboratoire dans lequel il travaille. Moi, j'ai plusieurs services, j'ai le laboratoire de psychologie sociale et le service APHM, donc Assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans lequel, quand j'écris un article, il gagne des points gigas. Enfin, ça, c'est juste pour la petite histoire. Mais c'est pour bien que vous compreniez que ce que je vais vous dire, c'est pas le manège enchanté, même si j'aime ça, le manège enchanté, que c'est aussi des choses qui sont extrêmement concrètes. Ouais, ou dans la chambre, je pensais, mais peu importe, je m'en tape. Bon, d'accord. Excusez-moi, si vous pouvez couper vos micros pendant la conférence. Merci beaucoup. Je vais essayer que mes chiens ne foutent pas le bordel non plus. Ça va être plus dur. Et en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est justement vous montrer que fondamentalement, les choses bougent. Alors, ça se voit pas, on n'en a pas le sentiment, on a l'impression qu'on est tout le temps en train d'être en guerre avec les big pharma, que rien ne bouge, rien ne se fait, etc. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'on rame dans les institutions et de soins et dans les institutions universitaires. Et j'ai fait le choix de ne jamais quitter ces institutions-là, ce que n'ont pas fait certains de mes collègues. Et j'ai fait ce choix-là parce que ça me semblait important d'être là. Donc, j'ai pour ma pomme, par exemple, 4 injections Pfizer, enfin 2, je sais plus quoi, et puis 2 Pfizer. Donc, peut-être que je vais mourir demain, peut-être pas. Et c'est mon choix. C'est-à-dire, mon choix, c'est justement, je ne déserterai pas. Tant pis. Tant pis. Et je ne déserterai pas parce que c'est trop important. Et ce qui était important pour moi, c'était de vous dire, d'abord, ensemble, si on est d'accord, comment un individu se comporte. Ben, l'individu, la plupart du temps, se comporte par rapport à son champ de perception phénoménal. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression d'être très dépendants de tout ce qu'il y a autour de nous. Eh ben, ce soir, ensemble, on va se dire, c'est peut-être pas vrai. On est tous très, très perméables à notre champ de perception phénoménal. D'où, par exemple, l'importance d'éteindre la télé. Parce que même si on n'écoute pas, c'est une perception d'ordre phénoménal et ça va nous influencer quelque part. Alors, ça ne va pas nous transformer non plus, hein, faut pas partir de l'autre côté, mais il y a quelque chose qui va se passer en tout cas. Le monde qui nous entoure, il est saisi à partir de l'expérience qu'on en a. C'est-à-dire que là, je vais vous parler d'expérience scientifique, c'est bien, mais ça vaut pas l'expérience que vous en avez vous. Et ça me semble vachement important. C'est-à-dire que nous autres qui avons fait quelques années dans les stratosphères de ce qu'on appelle les facultés ou autres, eh bien, on a une expérience qui n'est pas supérieure à l'expérience qu'un individu fait de lui-même et de sa perception. Et donc, il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on a vécu. Un exemple bête d'une dame qui est venue il y a quelque temps me voir, quelque temps, c'était la semaine dernière, et qui me dit, je sais que vous n'allez pas me croire, quand ça commence comme ça, c'est qu'elle a quelque chose de m'annoncer qui est très beau. Et c'était effectivement très beau, elle me dit, quand j'allume une bougie, que je ferme les yeux, tous les soirs, je rencontre mon fils étant décédé dans le service. Et en tant que scientifique, en tant que psychologue, en tant que tout ce que vous voulez, ce qu'elle me dit ne peut pas être invalidé. Ça ne peut pas. Ce que je peux dire, c'est
je ne suis pas d'accord avec vous, je ne sais pas quoi encore, mais ça ne peut pas être invalidé. Donc, si vraiment il vous arrive des choses comme ça, bizarroïdes, eh bien, elles sont bizarroïdes peut-être pour les tenants de la science moderne, mais elles ne sont pas bizarroïdes pour l'être humain. Parce que l'être humain, il est capable de points de conjonction extraordinaires et même de se balader dans le temps, mais on verra ensemble comment on peut faire. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que lorsqu'on meurt, on meurt réellement. Il n'y a pas de souci. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut juste dire que le champ énergétique qui me compose en même temps et qui maintient la matière que je suis en place va s'activer de façon différente. C'est tout. Lorsque quelqu'un de ma famille meurt, je vois très bien qu'il n'est plus avec moi, physiquement. Mais si je rentre à l'intérieur de moi-même, je peux m'apercevoir que peut-être il est dans un ailleurs pas si lointain que ça. En science, on utilise plusieurs méthodes. On va passer très très vite pour savoir ce qui est vrai ou pas. Mais à aucun moment, la science ne détermine la vérité. C'est-à-dire que nous, ici, on va faire une distinction entre le vrai et la vérité. La vérité, ça appartient à ce que les anciens appelaient la veritas essentia, c'est-à-dire la vérité essentielle, la vérité de l'être. Ça, on n'y a pas accès. Nous autres, les humains, on a accès à la vérité cognitive. C'est-à-dire, je peux vous dire si c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est nous tous. Ça, il y a pas. Non, il y a un souci de connexion, je crois. Oui, oui, on t'a perdu quelques secondes. Ah, que je recommence, mais à partir de quand? À partir du moment où on parlait du sang, si c'est vrai ou pas. Ah. Alors, si c'est vrai, le... Un autre souci de connexion, Eric. dans notre façon de concevoir le monde, il y a une vérité essentielle, celle-là, on n'y a pas accès. Quand quelqu'un vous dit c'est la vérité ou c'est la vérité, je te jure, c'est la vérité si je mens. Non. Ce dont on a accès, c'est au vrai. La science ne peut nous dire que des choses qui sont vraies ou fausses, mais c'est vrai ou faux suivant l'expérience qu'elle en a. C'est-à-dire qu'un scientifique ne peut pas découvrir quelque chose qu'il n'a pas d'abord imaginé. Et là, si je vous dis ça, ben je suis en train de paraphraser M. Heidegger, monsieur Pauli, M. Einstein et bien d'autres encore qui sont soit dans la physique, soit dans les mathématiques, soit dans d'autres sciences, qui nous disent que fondamentalement, quand on fait une expérience, on est obligé de monter un modèle et quand on monte ce modèle, on est obligé de travailler sur ce qu'on appelle l'expérience nulle, le H0, et de pouvoir essayer de penser le fait que cela puisse être vrai ou faux. Et donc, si on ne l'a pas imaginé avant, ben, on ne peut pas. Donc, tout ce qui est scientifique, c'est imaginé par l'être humain à un moment donné. Et c'est pour ça que dans les années 1850, les scientifiques ne pouvaient pas imaginer la bombe thermonucléaire. Ils n'avaient pas encore ce qui pouvait faire en sorte qu'ils puissent l'imaginer pour qu'ils puissent le prouver. Et tout ça pour vous dire que là, on est sur quelque chose qui est vraiment un petit peu chaud bouillant. Comment je peux prouver s'il y a ou pas quelqu'un qui serait mort et revenu? Eh bien, je peux, en tout cas, montrer qu'il y a des gens qui ont une narration par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont décédés, qui sont revenus. Alors, ils sont décédés, ça c'est-à-dire qu'en routine, on a vérifié leur cerveau, leur cœur, etc. Ils sont réellement morts. Du moins, ils sont morts pour les appareils en routine.
Et quand ils reviennent, ils nous racontent des choses. Et ces choses, c'est ce qu'on va partager ensemble. Et ce qui est fou, c'est que les enfants aussi font ces voyages-là. Ils le font très souvent. Donc, tout ça pour vous dire que la science aussi a besoin d'être très sensible. C'est-à-dire un scientifique qui ne serait pas sensible, ça serait un drôle de dinosaure. Un scientifique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est derrière un bureau et qui ne croit qu'en sa machine ou qu'en des objets. Le monde des objets, qui est le monde que nous partageons, peut très largement être mis de côté par certains scientifiques pour essayer de travailler avec ce que les bouddhistes appellent la conscience témoin, ce que d'autres appellent la conscience d'application, etc., c'est-à-dire d'autres niveaux de conscience. Ce qui est important, c'est de savoir que les niveaux de conscience que nous allons nous-mêmes voir, eh bien, sont des niveaux de conscience que tout un chacun peut vivre. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais je vais le passer très très vite. Les expériences de mort imminente ou near-death experiences ont une définition générale. Cette définition générale, ça veut dire qu'en fait, on a demandé aux gens qui l'ont vécu et puis on a pris les choses qui étaient essentielles dans leur discours et qui se retrouvaient dans tous les discours ou à peu près. Et la première des choses qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont une sensation de décorporation. Ce qui est très amusant, surtout qu'on sait aussi au niveau scientifique que si je vous agite le gyrus angulaire gauche avec une certaine dépolarisation, je vais créer chez vous le sentiment de dépolarisation et de décorporation. Alors certains de mes confrères disent, vous voyez, en fait, il ne se décorpore pas puisque c'est une action du cerveau. Alors là-dedans, je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer pour deux raisons. La première, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas. Et la deuxième, c'est que c'est stérile. C'est juste deux théories qui s'opposent et ça conduit nulle part. Ce que je veux vous proposer, c'est est-ce qu'on peut avoir la conviction d'être mort, mais en même temps conscient dans un corps immatériel? Eh bien, oui. Je vous dis oui par rapport à ce qu'on va voir à la science et je vous dis oui par rapport à mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin du substratum matériel pour être conscient. La conscience ne se résume pas à notre corps. La meilleure des preuves, c'est que toutes les nuits, vous passez au moins 4 fois dans le rêve profond. Toutes les nuits, vous quittez je. Toutes les nuits, c'est terminé. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de Safia, il n'y a plus de Caleb, il n'y a plus de Sabine, il n'y a plus d'Antonella, il n'y a plus d'Éric, il n'y a plus de Nelly, il n'y a plus de Nathalie. Et en une nanoseconde, au moment où vous reprenez vos esprits, tout revient. Quand je dis tout, c'est tout. Tous les matins, je fais l'expérience, et j'ai toujours envie de faire pipi, moi, le matin. Enfin bon, on s'en fout, c'est ma life. Mais... Et alors, tous les matins, je me dis, je ne crois pas, je suis encore dans le corps d'Éric Dudois. Et là, la deuxième question, c'est, est-ce que le corps, lui, ne s'interroge pas de savoir pourquoi je suis encore en lui? Mais qui est en qui? On continue à se questionner. La troisième conviction qu'a une personne qui fait une UMI, c'est qu'il se déplace le long d'un tunnel. Je savais que tous les ophtalmologues vous diront « Ouais, mais c'est normal, c'est au moment où il y a les nerfs des yeux qui meurent. Et puis quand on a une hypoxie, on a une tendance à voir les choses en tunnel. » Tokyo, viens ici. Et oui, c'est vrai. Tokyo. Elle y arrive, Tokyo. Et c'est vrai. Mais pourquoi tous les gens, quelle que soit leur culture, quel que soit le moment, nous racontent la même chose? Parce que maintenant, on a suffisamment de recul. Maintenant, vous pensez bien que ces expériences, elles existent depuis le début du XXe siècle. Et les chercheurs ont commencé à réellement travailler dessus au niveau scientifique à peu près dans les années 50, tout début des années 50.
Donc, vous voyez le recul que l'on a par rapport à ça. Eh bien, il y a toujours un tunnel. Et ce tunnel, il est variable. Il peut être bleu, il peut être un peu comme un tunnel de cigarette, il peut être blanc, il peut être... Mais il y a toujours cette sensation de tunnel. En fait, c'est une sensation de voyage. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir dans tous les films de science-fiction. Quand vous voyez un électron qui se balade, il y a une sensation de tunnel, tout le temps. Parce que c'est comme ça que nous, les êtres humains, on a une sensation de mouvement sans mouvement. Et puis, il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui rejoint toutes les cultures, toutes les spiritualités, c'est qu'il y a une lumière intense. Une lumière si forte qu'elle devrait nous éblouir et elle ne nous éblouit pas. Mais pas une lumière morte. Là, vous voyez que dans la pièce dont je suis, il y a une lumière, mais j'appelle ça, moi, une lumière morte. Elle m'éclaire. Mais il y a une autre lumière qui est une lumière vivante. Je vais aller dans un temple, dans une église, ou juste chez quelqu'un qui est en train de prier. Et quelque chose va apparaître. Ça, c'est la lumière vivante. Moi-même, je vais être surpris, emporté, ému. Et ça, c'est ce que partagent toutes ces personnes-là. Après, les personnes sont encore plus folles, elles nous disent qu'elles rencontrent des personnes décédées ou des êtres de lumière. Là, les scientifiques, ils ont du mal quand même. La lumière, ça va, mais des êtres de lumière. Et c'est vrai que vous imaginez raconter ça à un toubib. Bonjour, voilà, j'ai rencontré papy, ben, il était mort, et puis des êtres de lumière. Et qu'est-ce que vous entendez par des êtres de lumière? Ben, on ne peut pas lui dire, c'est pas des néons géants quand même. Et on est très embêté pour dire ça, parce qu'on n'a plus de référents sociaux. Et ça me plaît. Et puis après, il y a un autre phénomène qui se passe, qui est un phénomène quantique, que connaissent tous les physiciens, qui est une remémoration accélérée de sa propre existence, une prise de conscience dans le sens de sa vie. C'est-à-dire, on a une sorte de chose qui fait qu'on a, en une fraction de seconde, on voit 40 ans, 50 ans, 20 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis, dans la grande majorité des cas, on est bien. Mais quand je dis on est bien, c'est pas le on est bien qu'on a tous connu après avoir fait des choses sympathiques, après avoir... C'est le vrai. On est dans une sorte de béatitude incroyable. Et il semblerait que les personnes qui sont décédées vivent cela. Alors, ces éléments ont été décrits par des stages par Kinnear-Trive Ring en 1980, par Lundal en 83, par Lange Grayson Oran en 2004, etc., etc. Pour ceux que ça intéresse, je donnerai le PowerPoint au point rose pour que vous ayez les données. Et en fait, on va suivre Grayson. Nous, on ne va pas suivre les plus anciens, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils nous ont fait des listes de 26 items et au bout d'un moment, on s'endort avant d'avoir fini tous les items. Et on va prendre Grayson, qui en 1985 et 2006 fait 2 expériences. Une expérience avec les adultes, une expérience avec les enfants. Parce qu'il se dit, si ça existe, les enfants devraient nous dire quelque chose. Et il se rend compte qu'il y a 4 composantes essentielles pour quelqu'un qui est dans l'après-vie. Ou, comme dit Nathalie, c'est peut-être plus juste, dans l'après-mort. Il y a une composante cognitive et perceptive. Il s'agit de processus relevant de la distorsion du temps et de l'accélération de la pensée. Un exemple, la revue de vie en instantané. C'est-à-dire que nos chers disparus vivent dans un temps qui n'est pas le même que le nôtre et ils sont dans un mode de pensée qui est différent du nôtre. Ça, c'est difficile pour nous de le comprendre parce qu'on a l'impression que tout le monde pense comme nous. Mais si vous étiez psychologue, vous verrez vite que tout le monde ne pense pas de la même façon, mais qu'en plus, il y a des variations physiques et physiologiques sur la pensée. Et il semblerait que de l'autre côté du miroir, eh bien, la pensée soit quelque chose d'à la fois beaucoup plus fluide,
est beaucoup plus concrète. Ça, c'est pour la composante cognitive. Il y a une composante aussi affective. Cette composante concerne les changements d'état émotionnel qui incluent les sensations de paix et de joie, d'unité cosmique, de bien-être, d'irradier d'amour. Et là, il y a des questions qui me sont souvent posées et que je me suis posées à moi-même quand j'ai eu quelqu'un qui est mort dans ma famille. C'est est-ce que je vais pleurer comme un petit lapin? Est-ce que je vais m'effondrer? Ou est-ce que je vais faire comme si de rien n'était? Ou est-ce que je vais rire en me disant il est libéré de son corps? Comment ça fonctionne? Et il semblerait que, en tout cas, pour celui qui s'en va, pendant un temps, heureusement, il est comme protégé de nos émotions. Alors je dis heureusement parce que pour nous, quand quelqu'un meurt, c'est la fin d'un monde. Et quand quelqu'un meurt, on est abattu est un mot trop faible. On est désespéré, on est... Ah! Eh bien, heureusement, la vie, qui est un organisme vivant, la vie ou avec un grand V, fait que l'être qui meurt est comme protégé de ça. Il voit ça. Alors quand je dis il voit, attention, il n'est pas en train de vous regarder, il a autre chose à faire. Mais il ressent ça, mais très atténué. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens, des fois, se culpabilisent. Et ils se disent, je ne devrais pas pleurer comme ça. Ou d'autres gens qui disent, par respect pour le mort, je ne dirai rien. Eh bien, maintenant, on sait que ce soit un respect ou un non-respect, de toute façon, l'univers est pour eux. Et ce qui doit être dit sera dit. Et ce qui doit être non dit sera non dit. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Même si la personne de l'autre côté a des facultés, entre guillemets, on va en parler dites paranormales, elle ne peut pas rentrer dans votre champ. Ça, c'était un truc quand j'étais petit, mais peut-être ça vous est arrivé aussi, quand mon arrière-grand-mère est morte. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, je l'appelais ma reine. Et à un moment, j'ai eu une idée à la con quand même. Je me suis dit, peut-être qu'elle est mieux maintenant et que c'est bien qu'elle s'en aille. Et au moment où j'ai eu cette pensée, je me suis senti très coupable. Je me suis dit, ah, il ne faut pas penser ça. Et j'ai pensé qu'elle avait entendu ma pensée. Vous voyez, je suis un peu bizarre comme garçon. Et non. C'est pas qu'elle n'ait pas entendu ma pensée, c'est qu'elle en a fait autre chose que ce que j'en fais là maintenant. Et heureusement, parce que je l'ai senti rigoler, ça m'a fait du bien. Mais quand je l'ai senti rigoler, c'était quelques heures après. Sur le moment, je ne savais pas. Et ça, c'est une des grandes leçons. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mon imaginaire est un imaginaire d'humain. Il a la puissance de la cognition d'un humain. Il a la volition de la puissance d'un humain. Mais l'humain n'est qu'une des strates dans ce qu'on appelle la conscience. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est au summum ou qu'on est des trous de cul. On n'est ni l'un ni l'autre. On est là où on doit être. Les composantes paranormales sont les composantes qui déterminent les phénomènes psychiques incluant des sensations physiques, acuité de la vision, audition, particulièrement vivaces, des expériences extrasensorielles, des visions du futur ou des expériences hors du corps ou des décorporations. Je suis certain que vous l'avez tous vécu. Le problème, c'est pas de le vivre ou pas, on le vit tous. Le problème, c'est de le garder en mémoire. Donc, peut-être qu'il s'agirait d'arrêter de penser que on n'a pas de chance parce que ceux qu'on aime ne nous parlent pas, ou qu'on a beaucoup de chance parce que ceux qu'on aime nous parlent. Ça n'a rien à voir. Ça a juste à voir avec la possibilité ou pas que vous avez d'être en relation avec votre mémoire. Et je vais vous dire un grand secret, qui n'en est pas un, c'est qu'il y a un homme très grand qui s'appelait Jean le Baptiste, et il disait toujours, moi, notre Père,
il est toujours très silencieux avec moi. Parce qu'il sait que s'il n'est pas silencieux, je vais commencer à faire des nouilles. Et ça, c'est la sagesse. Il y a des moments où on n'engrange pas dans notre mémoire parce que ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. Ça veut juste dire qu'on est à un moment de notre vie où cela n'est pas si utile que ça. La dernière des composantes, peut-être la plus importante et la plus étonnante pour nous, c'est la composante transcendantale. Cette composante concerne les phénomènes apparemment non terrestres, comme des trajets dans une réalité mystique ou mystérieuse, des rencontres avec des présences d'ordre encore mystique ou extraterrestre. Alors là, comment dire, j'ai donné cette conférence à des neurologues il y a quelques années, des petits neurologues, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore tout à fait neurologues, ils étaient en doctorat, mais il y avait les profs aussi. Et quand j'ai commencé à aborder ça, ils m'ont regardé avec un sourire en me disant « il est mignon du doigt, mais je pense qu'il a fumé du hache avant de venir ». Mais non, non. Maintenant, on est en 2022. Et si en 2022, on n'est pas capable de comprendre que nous sommes qu'un parmi d'autres, c'est qu'on n'est pas évolué. C'est le contraire, il faut remettre les choses à leur place. Quelqu'un qui est cognitivement bien, sain, ben, il sait très bien qu'il n'est pas seul dans l'univers, qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule planète, et que l'univers lui-même est courbé, et que lui-même, enfin, ça se connaît ça maintenant, il n'y a même pas besoin de faire de grandes études. On regarde Interstellar, on regarde d'autres films, et on le comprend. Parce que la vérité, la composante transcendantale, c'est de nous dire, quand bien même tu crois que tu es la plus petite crotte de l'univers, eh bien cette place-là, c'est la plus belle qui soit. Et tu es plus grand que tout, si tu sais l'accomplir. Mais la plupart du temps, quand on a la sensation d'être une crotte de l'univers, on n'en veut pas. Nous, on veut être des gens bien. Alors, juste pour vous montrer, je vais vous montrer quelques tableaux. Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais tant pis, si ce n'est pas intéressant, ben, vous me jetterez des pierres. Merde, comment ça marche? Voilà. Alors, normalement, vous devrez voir les incidences des EMI avec les prospectives. Alors, je donnerai à Nathalie tout ça, parce que c'est peut-être pas intéressant de tout lire et de tout voir, parce que c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu ici. Mais juste pour que vous puissiez voir qu'il y a des études qui ont été faites avec des méthodes différentes, qui ont donné des incidences. Et ces incidences, c'est des pourcentages de gens qui ont vécu des EMI ou des NDE avec des scores différents et qui nous permettent de comprendre que ce dont je parle, eh bien, c'est un phénomène qui est un phénomène suffisamment général pour qu'il y ait une population qui y réponde et pour qu'on puisse en faire des études scientifiques. Là, tous les gens que vous voyez là ont au minimum un doctorat. Donc, je vois bien qu'on ait tous fumé un peu de hashish ou de marijuana quand on était jeunes, mais bon, au bout d'un moment, on arrête normalement. Et on voit bien là que alors, il y a l'étude en 2001 de Van Loel, Weiss, Meyer et Elrich, où on voit bien que 62 patients, donc 18%, ont reporté une EMI. 41 patients ont reporté une expérience de noyau. Une expérience de noyau, c'est une expérience de décorporation, etc., etc. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, on va voir que les EMI, ils ont des effets positifs et négatifs. Il y a des effets positifs, ça change les échelles de valeur quand je rencontre des gens qui ont vécu ça, et ça développe la sensibilité, une apparition de dons psy et de guérison. Ça, c'est un truc de fou. Moi, je ne voulais pas le croire, et puis bon, finalement, je me suis fait avoir. Il y a des gens qui vraiment développent des trucs bizarres. Il y a une modification des perceptions, il y a une quête intérieure, une remise en question du sens de la vie. Il y a des effets négatifs aussi. La difficulté d'adaptation, une expérience réelle mais non consensuelle.
Imaginez, vous allez parler à vos proches et vous dites, j'ai vu des extraterrestres. Faites-le à Noël, mais après 3 verres de vin, sinon ça ne marchera pas. Le refus de revenir, sentiment d'incompréhension et ce qu'on appelle un ego trip. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent bien les mentalités du New Age, il y a pas mal d'ego trip. Donc j'arrête pour l'instant avec les petits chiffres qui n'ont aucune autre valeur que j'arrive pas à arrêter, je ne crois pas. Pourquoi j'arrive pas à arrêter? Voilà, excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire que ce dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas pure science-fiction, c'est science. Et maintenant, on va parler d'autre chose, et de la chose qui m'intéresse le plus. La chose qui m'intéresse le plus, c'est pas tout ce que je viens de vous dire là. Parce que pour moi, c'est connu d'abord depuis au moins 40 ans. J'en ai fait ma thèse, j'ai soutenu, c'est-à-dire que j'ai dirigé des thèses de je sais pas combien de gens qui ont utilisé ça, etc. Donc, pour moi, c'est un peu chiant. Par contre, ce qui n'est pas chiant du tout, c'est de me rendre compte que quand quelqu'un meurt à l'hôpital ou ailleurs, je peux entrer en contact avec lui. Ça me plaît. Alors, je ne sais pas que je peux rentrer en contact avec lui parce que je serais un être génial, etc. Quoique, on pourrait le penser, mais non, pas du tout. Je peux rentrer en contact avec lui pour la simple et bonne raison que je peux l'imaginer. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que mon mental, qui est fort, hein, j'ai fait plusieurs facs, donc j'ai un mental d'acier, moi, comme mec. Hein, je suis égoïste, je suis, comment on appelle ça, orgueilleux, je suis tout ce que vous voulez qui n'est pas bon, je l'ai. Mais il y a un truc que j'ai aussi, c'est que je le sais. Vous voyez, je dis pas non. Quand quelqu'un me dit ah, vraiment, t'exagères, je dis ouais, je sais. Ouais. Ça pose souci. Et là, la personne elle va me dire non, mais quand même. Et ça, c'est le premier élément pour pouvoir avoir des choses qui sont importantes. C'est d'être authentique. Alors, on a le droit d'être malhonnête. Ça, franchement, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais avec vous, soyez minimum authentique. Et le minimum d'authenticité envers soi, c'est de voir comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. Et la première des choses que vous allez repérer, c'est que ça n'arrête pas de parler. Ça parle. Vous voulez être là, calme, et vous dites, je vais rencontrer cet être qui est disparu, faites la paix à l'intérieur de vous, ça parle. Ah ouais, mais putain, j'ai mal aux fesses, là, sur le coussin. Ah mais j'ai ma jambe qui s'est tordue. Puis il y a beaucoup de lumière, là, aujourd'hui. Ah, puis on me regarde pas. Bon, allez, je me concentre. Où es-tu? Oh, c'est con de dire ça, putain, c'est débile. Vous l'avez fait, cette expérience-là. Et en fait, vous perdez bien une demi-heure de conneries. Donc, le simple fait, c'est d'accepter que ça part. Vous acceptez à l'intérieur de vous que votre cerveau, il en est fini de dire ces conneries. De toute façon, il est né pour dire. Il est fabriqué comme ça. Et on peut pas lui en vouloir. C'est un élément déterminant pour discriminer le monde et pour qu'on puisse éviter de mourir. C'est quand même pas mal, parce que c'est chiant de mourir trop jeune si on a des choses à faire ici. Ah, ça voudrait dire que mourir jeune, c'est avoir des choses à faire ailleurs. Eh bien, je le pense, vraiment. Je vous propose d'aller visiter ensemble juste ce que j'appelle une histoire de vie. C'est-à-dire quelqu'un que j'ai rencontré à l'hôpital et qui m'a montré des choses extraordinaires, mais pas si extraordinaires que ça. C'était un matin qui ressemble à tant de matins, l'hiver. Il y a de la bruine, il y a un vent glacial comme il y a en Provence.
Et ça semble indéterminable. Vous allez boire 12 cafés et vous êtes toujours dans le pâté, un matin triste, derrière des vitres, laissant percevoir un ciel gris bas et pluvieux. Je suis pas au mieux de ma joie. Ça arrive. J'arrive à l'hôpital, j'en ai ras-le-bol. J'ai laissé sur le dos de mon fauteuil ma vieille blouse. Je dois aller à la fac, j'ai pas envie de traverser le portillon. Je maugrais, comme tout le monde. Ça va pas. Mais rien de grave, hein. C'est juste chiant. Et machinalement, au lieu d'aller à la fac, je sais pas pourquoi, je vais vers la chambre d'Alex. Alex, c'est un jeune homme. Alors, il a une vingtaine d'années, je vais vers sa chambre. Et en allant vers sa chambre, eh bien, je le rencontre. Il est bien calé entre deux, trois oreillers. Il regarde négligemment par la fenêtre. Il a un petit bonnet sur la tête. Il a un bonnet parce qu'il fait froid et parce qu'il a perdu ses cheveux. Il m'accueille avec un magnifique sourire et de la main, il m'indique le fauteuil placé à côté de lui. Et je me rappelle qu'on s'était dit hier que nous allions voyager en lui et que nous allions un peu faire des choses bizarres. Et sa famille est là, sa maman, son papa. Il me laisse. Après de chaleureuses salutations, ce sont des gens extraordinaires, de gentillesse. Mais je vois que mon Alex, il a un regard qui est très, très las. Il sourit, et il me dit alors, comment ça va aujourd'hui? J'ai du mal à lui dire qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'autre chose. Et je lui dis, tu sais, je dois aller donner un cours à la fac, ça va durer 2 heures, je reviens après. Il me dit, OK, je pars, je reviens. Et quand je reviens, je vois avec les jambes écartées sous les draps. Et je vois que c'est des positions antalgiques. Elles bougent un peu, ces jambes. La chambre est habitée d'objets et de dessins. Et il y a bien sûr plein de pompes qui lui permettent de ne pas souffrir et de distiller un peu de vie, que peut-être vous avez connu et qui est assez effrayant pour la famille. Je m'assois, je respire longuement, je cherche une position pour caler ma tête. En gardant mon dos droit, je pose délicatement ma main sur son plexus et je lui dis « Prêt pour le voyage ?» « Oui, allons-y. » Et il ferme les yeux. Je respire longuement, doucement, profondément. « Voilà, lui dis-je, laisse-toi aller lentement. Suis ma voie et allons dans notre carrière. » C'était un lieu qu'on avait co-créé tous les deux, qu'on appelait le lieu de l'âme. Et c'est un lieu qui permettait le départ, c'est gourou, vous savez, ça permettait le départ de la navette spatiale. Donc on se retrouve dans ce lieu, le silence s'installe un peu entre nous. Ma main se lève de son plexus et je commence à tourner tout doucement autour de Anahata, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je laisse le chakra cardiaque. Et surtout, je demande à Eric de nous laisser. Parce qu'Eric, il ne sait pas, lui. Il a lu des livres, il ne sait pas. Et une autre main, parce que j'en ai 2, va du côté de son autre roue, qui est celui au niveau du front qu'on appelle Ajna. Je sais qu'Ajna peut être un portail. Et je laisse aller. Et lui, je le vois, il est bien, il sourit, il se détend. Et je lui dis, voilà, doucement, elle est là. Elle vient, la clairière, tu la ressens? Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de narrer quelque chose que je ne vis pas. Je le vis. Je suis réellement avec lui dans la clairière. Tu ressens l'herbe sous tes pieds, les arbres majestueux qui montent. Tu ressens toute chose qui est bonne et bien, tranquille, serein, la douce chaleur d'un soleil. Si tu désires t'asseoir, tu peux le faire. Et puis on est là, tranquille, tous les deux. Moi, je ferme mes yeux et j'entends le bruit de l'eau ruisseler. J'entends le silence. Et je sens mes mains qui dansent au-dessus de son corps et je décide que c'est bien ainsi.
Et j'entends, nous y sommes, n'est-ce pas? Oui, il y a quelqu'un. Il sourit, son visage se détend. Oh, vous êtes là, me dit-il. Et je dis, qui est avec toi, Alex? Il y a un grand silence. Il rit doucement, semble chanter, avec des mots que je ne comprends pas. Je laisse faire, je suis quant à moi dans la semi-lumière de mes yeux mi-clos. Moi, il ne se passe rien, je suis juste dans la clairière, je ne vois rien. Il me demande de venir, me dit-il. Eric, ils me disent de ne pas avoir peur. Je reste à l'écoute, simplement. De ces mots qui se déroulent lentement et à voix basse, je ressens une pression sur mon front. Mais vraiment, comme vous pouvez la recevoir de temps en temps. Et cette pression, vraiment, elle est forte. Je sens qu'il y a une présence avec nous, dans la chambre. Je me dis, bizarre ce truc-là. Et je sens comme une caresse le long de ma colonne vertébrale. Je sens mes muscles se détendre encore et une voix douce me dit à l'intérieur de moi, nous reviendrons demain pour vous. Aujourd'hui, parlons. J'ai sommeil d'un coup. Je crois même m'être assoupi. Je réalise cela en sachant que le temps a passé. Je décide de faire revenir Alex de son voyage intérieur. Attends un peu, me dit-il. Le champ est si beau, il me dit à bientôt. Mais qui ça? Mes grands-pères. Ils sont venus me chercher, mais je leur ai demandé encore un peu de temps. Des larmes coulent sur ses joues. J'ai froid, j'ai vraiment froid. Je me cale le dos sur le fauteuil en suggérant « Viens vers ma voix, Alex. Nous rentrons maintenant, viens. » Je reste assis, les yeux ouverts, je croise les jambes et attends qu'Alex revienne. Lui, il sourit, il étire ses bras, tourne la tête vers moi. Et dans une grande joie, il me dit « C'était mes grands-pères. » Il voulait entendre encore la chanson. Et là, il se met à chantonner la chanson. Honnêtement, ce n'était pas forcément très joli, mais ça m'a ému. Et je fais le petit, et je fais « Alors ?» Je leur ai pas répondu, me dit-il. Pas maintenant. J'ai pas fini de dire au revoir à ceux de ma famille. Je dis rien. Je pose ma main sur la sienne et en me relevant doucement, je lui propose de repasser un peu plus tard dans la journée, debout. La main déjà sur la peine de la porte. Alex me lance soudain. Elle était belle, hein? Elle était si belle. Je reviens vers lui, il le regarde et je dis, il n'y avait pas que tes grands-pères? Si, bien sûr, mais je parle de celle qui était avec toi. Avec moi? Oui, celle qui était derrière toi. J'aurais voulu lui dire qu'il n'y avait personne derrière moi. Je ne sais pas de quoi il me parlait, mais quelque chose en moi m'intima le silence. Et puis, étirant mon dos, je rendis grâce à celle inconnue, merveilleusement belle, qui était venue aider et m'aider à être avec Alex. Bien évidemment, dans le couloir, j'ai croisé la maman d'Alex. Elle m'attendait, une maman sereine, une belle maman. Vous savez, les mamans, c'est toujours beau, même quand c'est en colère. Et elle, c'était une belle maman. Elle savait que son fils de 23 ans partait dans sa demeure. Elle me demandait si ça allait bien. Et j'ai pris mes mains dans les siennes et mes yeux sont plongés dans son regard. Parce que une des choses que j'ai appris, c'est que si je veux vraiment parler à quelqu'un, il faut que je le voie, au sens le plus grand du terme. Il faut que je capte son regard d'âme. Et là, je lui dis que Alex avait rencontré ses deux grands-pères. Et là, elle me dit tout étonnée, « Oh, ils étaient si proches tous les trois. Papa est donc venu le voir. » Je laisse faire, je souris et je pars en précisant, « Oui, on l'attend, mais il a demandé encore un peu de temps. Je reviens dans la journée, je repars à la fac. »
Ainsi, je suis allé sous la pluie fine, etc., etc. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ça, c'est le b.a.-ba de comment on doit accompagner quelqu'un. Mais on ne doit pas l'accompagner à mourir, pas du tout. On l'accompagne à franchir une porte. Ou alors, une autre métaphore, on l'accompagne à changer de motion de conscience. J'ai appris que nous baignons dans la conscience. J'ai appris que je n'étais ni plus ni moins, juste cette conscience. Et que quand je suis identifié à la conscience, je ne crains rien. Parce que quand je suis l'océan, je sais que je ne peux pas me noyer. C'est quand je suis autre chose que j'ai peur. Et quand je suis dans cet état-là et que je peux rencontrer quelqu'un qui est en partance ou qui a perdu quelqu'un, eh bien, on peut voyager loin. Et quand je dis voyager loin, c'est généralement pas bouger. C'est-à-dire qu'on est une société qui est vraiment terrible, nous les humains. On est une société où il nous semble que pour comprendre les autres, on doit faire 3 fois le tour de la planète, connaître toutes les langues, les coutumes, les us, avoir fait 3 croisières avec un gros bateau qui pollue bien, et puis avoir fait beaucoup d'avions. Eh bien, j'ai fait ça. Pas les croisières, ça, j'y arrive pas. Quoique si, mais sur le fleuve, en Russie. J'ai pris l'avion, j'ai été voir les tribus, j'ai été voir plein de choses. Et l'éternité m'a permis ça. Mais là où j'ai le plus appris, c'est en étant immobile là. Et j'ai une amie que j'aime beaucoup et elle me dit, tu sais, moi je ne connais pas grand-chose, je n'ai jamais voyagé. Et je lui dis, tu n'as jamais pris l'avion? Elle me dit non. Et puis quand on se regarde, je sais qu'elle est allée aussi loin que moi, aussi profondément que moi. Alors peut-être qu'elle, elle va lire sur les cultures que moi j'ai rencontrées et après. Tout ça pour vous dire qu'on a maintenant, au XXIe siècle, un nouveau voyage à faire qui ne se dépendra ni d'avion, ni de bateau, ni de voiture. On ne se posera même pas la question de savoir s'il faut que ça soit carboné ou décarboné. Ça, c'est bon pour ceux qui ont autre chose à faire que de faire l'essentiel. Et ceux qui ont autre chose à faire que faire l'essentiel, c'est tout ce qui nous distrait. Et il n'y a pas que les boîtes de nuit qui nous distraient. Il n'y a pas que les jeux qui nous distraient. La guerre est une grande distraction. L'être humain fait la guerre parce que comme ça, il a l'impression d'être quelqu'un. On le sait depuis Alexandre le Grand. On sait que faire la guerre, c'est perdre un peu de temps. Ce qui n'est pas grave, parce que le temps n'existe pas. Rien n'est grave. Si et seulement si on arrive enfin à naître à l'intérieur de nous-mêmes la conscience ultime de toute chose. Et à partir de là, tout va bien. Vous allez me dire, ouais, il est mignon, lui, mais en attendant, j'ai perdu mon fils ou ma fille. Ben, peut-être tu ne l'as pas perdu. Peut-être que toi, tu t'es perdu. Mais tu ne l'as pas perdu. Ce que je sais de ce que mes expériences me disent des êtres qui sont passés de l'autre côté, dit-on, c'est qu'eux, ils savent beaucoup plus que nous. Et à chaque fois, je me fais des crises de rire. Et je me fais des crises de rire parce que à chaque fois, d'abord, ils me prennent pour un bonnet. Ça me gonfle un peu, mais pourquoi pas. Et puis parce que c'est beaucoup plus fluide de l'autre côté. Imaginez vivre sans un peu moins de mental. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mental de l'autre côté. Bien évidemment qu'il y a un mental. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui dit « je ». Mais il est moins prégnant. Il est juste comme quand vous êtes bien et que vous regardez la vie au soleil. C'est sympa, non? Eh bien, ceux que vous avez perdus, dit-on, eux, ils se sont vivement retrouvés. Ils se sont retrouvés parce qu'on ne peut pas se perdre. C'est impossible. On ne peut pas se perdre parce que la voie est tracée. Alors vous allez me dire, mais comment elle est tracée? Ben, elle est tracée par des choses qu'on ne connaît pas, nous, en tant que
être vivant dans cette société, puisqu'on a l'impression que ce qui est tracé pour nous, c'est nous qui l'avons créé. On est d'accord? Moi, quand j'étais petit, ma maman me disait « Travaille bien à l'école, comme ça, quand tu seras grand, tu feras un métier que tu aimeras et tu ne seras pas embêté par des gens qui vont te gouverner. » Ça s'appelait Françoise, ma maman. Et alors, avant qu'elle meure, j'ai quand même dit qu'elle m'avait appris quand même des grosses conneries. Quoi que je fasse, il y aura toujours quelqu'un pour me dire « Fais ». Il y aura toujours quelqu'un pour me dire « C'est pas bien » ou « C'est bien ». Parce que c'est pas là le nœud du problème. Le nœud du problème, et qu'aurait dû me dire ma maman, c'est « Mon fils, quoi que tu fasses dans la vie, fais-le pour être libre. » Mais pas de la liberté du camisard, pas de la liberté de celui qui croit être envahi par un autre pays, de celui qui est libre en lui-même, de ses propres injonctions, celui qui est libre en lui-même de ses propres projections, celui qui est libre en lui-même de ce qu'il croit être lui-même. Alors j'ai fait mon petit bout de chemin. Il y a des moments, je crois toujours que je suis Éric Dudoit, hein, mais de moins en moins. Et comme je crois de moins en moins ça, je suis de moins en moins vexé. Je suis de moins en moins triste. L'autre jour, j'ai fait une expérience, c'était avant-hier. J'allais à la fac d'Aix, donc je prends ma voiture et je vais pour rentrer sur Sakakini. Et puis le feu change, et donc je m'arrête, je suis au milieu des passages cloutés. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, il y a deux jeunes messieurs. Alors à Marseille, on dit deux jeunes arabes. Qu'à Marseille, on est cons comme des balais. Mais bon, un jour, on comprendra. Qui viennent et qui me regardent méchamment et qui me disent « Qu'est-ce que tu fais au milieu? Dégage, Kounou !» Et à l'intérieur de moi, j'ai senti de la haine. Mais la vraie haine. Mais vraiment. Je me suis dit, je vais les allumer, qu'ils disparaissent de ma vie, qu'ils meurent à tout jamais. Et j'ai laissé vivre ça pendant une seconde. J'ai tourné la tête, je les ai regardés. Eux, ils me regardaient aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression de rigoler. Ils ont fait demi-tour, ils retournaient vers la voiture. Et à ce moment-là, quelque chose est venu comme une sorte de papillon invisible. Et je me suis dit, mais non, mais je les aime. Je les aime, c'est tout. Je les aime. Ils ont refait demi-tour pour partir. Je ne dis pas que c'est ça qui les a fait partir. Mais je dis en tout cas que c'est ça qui m'a fait devenir intelligent pendant un quart de seconde. Mais voyez, la vie, sans arrêt, va venir comme jouer avec nous, comme nous dire « alors », mais sans nous punir. « Alors ». Et quand des fois je cherche des signes pour me rappeler d'un tel ou d'un tel, je me dis « ah, arrête ». On m'a proposé une conférence le 9. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, mon beau-frère mourait ce même jour. Mais personne ne le savait. Et je me suis dit, tiens, ça serait une façon de lui faire un bisou. Vous voyez, cette façon de vivre, c'est une façon de vivre toute bête, mais qui exclut d'emblée la course, l'instinct de propriété, le vouloir être plus que ce que l'on est, toutes ces choses-là, mais pas en forme New Age, parce que à l'heure actuelle, vous avez vu les pubs, comment vous dire, c'est comme si l'ombre de Shisher à Jung s'était revêtue de lumière. Et donc, des fois, on nous dit des choses, on croit que c'est la lumière, mais ce n'est pas la lumière. La lumière, c'est juste quelque chose de très doux, qui des fois nous chahute. Mais quand elle nous chahute, on sait que c'est la lumière parce qu'elle nous chahute dans le sens où des fois, on a du mal à prendre une décision. Je ne sais pas vous, hein, mais nous, les humains, des fois, on a du mal. Alors la vie, elle nous dit, allons, va ton chemin. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous
ce soir, parce que ça me semble vraiment la chose la plus importante au monde. C'est d'être tranquille avec ça. C'est d'arriver à être tranquille avec nos pertes, parce que ce ne sont pas des pertes. Aucun humain a perdu un autre être humain. On a simplement changé de dimension et on était d'accord avec ça. Là aussi, c'est difficile. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi parce que c'est quasi inentendable pour certains. Mais je peux pas vous mentir. J'ai pas envie de vous raconter une langue de bois. J'ai envie de vous dire ce que j'ai expérimenté et ce que je vis. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de dur ou de pas dur, je sais que c'était nécessaire. Oh, c'était pas nécessaire pour que je devienne un être supra. C'est juste nécessaire parce que la conscience qui m'habite avait besoin de cela. Et ça me suffit pour vivre. Ça me suffit. Et quand j'ai un de mes frères ou une de mes sœurs qui s'en va de l'autre côté, je sais qu'il a juste passé un rideau, une porte, voire même des fois, je pense que c'est moi qui ai passé le rideau. Parce que je pense que notre monde, comme disent les orientaux, il est peut-être pas si réel que ça. Et que peut-être ailleurs, c'est peut-être un peu plus réel. Mais ça, je n'en sais rien. Ça serait bien de laisser un moment pour les questions. Ça fait 1 heure que je parle. Avec plaisir, surtout que je suis sûre que ce que tu partages éveille plein de questions. En tout cas, à moi, c'est certain. Et tu sais combien chaque fois j'aime bien te challenger dans mes questions avec la réalité des parents endeuillés, dans laquelle évidemment je me retrouve bien plus apaisée des années après, mais j'ai souvenir de comment j'ai pu être et les parents me rappellent ça, bien sûr. Et évidemment, quand on t'entend, on se demande, parce que les questions que se posent beaucoup de parents, elles sont extrêmement pratiques, très terre à terre, très, j'ai envie de dire, terrestres. C'est si effectivement on passe de l'autre côté, derrière ce voile, quel est le sens déjà de cette vie avant l'après-vie ou l'après-mort? Et surtout, est-ce qu'on peut garder un lien à un enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Je sais que tu l'as un petit peu abordé, mais comment on peut communiquer concrètement? Est-ce que c'est en méditant? Est-ce que c'est par un médium? Est-ce que c'est en écoutant son cœur? C'est quoi le canal qui nous relie? Puisque tu as parlé de monde poreux, et j'aime bien cette notion, parce que je trouve que, contrairement à un défunt, j'aime pas trop dire ça, mais adulte, ou en tout cas un défunt pour lequel, dans notre société, on considère que même s'il est parti trop tôt, les défunts partent trop tôt, c'était dans l'ordre naturel des choses. Il n'est pas parti avant ses parents. Un enfant, ça interpelle parce que quelque chose qui n'est pas normal dans l'ordre naturel de la vie et de la mort. Et face à ça, forcément, la question, c'est de ce monde poreux, elle peut être très aidante pour les parents. Parce que s'ils imaginent que les deux mondes peuvent être poreux et donc communiquer, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un encouragement à supporter la souffrance de la perte, même si j'ai compris ce que tu disais dans le fait qu'on ne perde pas, mais en tout cas de la déchirure de l'absence, les premiers mois, les premières années, en se disant, mon enfant, il est de l'autre côté, mais en plus, je peux rester en lien avec lui. Et ça, c'est vraiment peut-être la pensée la plus aidante qui soit pour un parent qui doit accepter qu'il ne peut plus voir son enfant, d'imaginer que le lien n'est pas coupé et qu'il peut encore garder ce lien à lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça?
C'est une discussion que j'ai eue cet après-midi avec un confrère et qui me dit, mais tu penses pas que quand même, avec tes histoires de points roses, parce qu'ils sont toujours très, très sympas avec moi, mes confrères, avec tes histoires de points roses, tu empêches les gens de faire leur deuil. Moi, je dis, bon, tu vas fort là quand même, hein, c'est difficile. Et puis j'ai dit, ben, tu vois, je pense tout le contraire. Je pense que notre société empêche les gens de faire leur deuil. Parce que dans notre société, il faut aller vite. Et on pense que c'est très bon, c'est très très bon, c'est super bon d'aller chouiner dans des endroits pour rendre hommage aux gens. Alors je lui ai dit, tu sais, moi je pense que si dans les cimetières, on mettait des lumières, bon, déjà il m'a regardé bizarre le mec. Alors j'ai dit, des lumières, des bougies. Il me dit, tu veux pas qu'on danse sur les tombes non plus? J'ai dit, oui, ce serait une idée. Et il me dit, mais pourquoi on ferait ça? Qu'est-ce qu'on gagnerait à faire ça? Et là, je lui dis, on gagnerait de la joie. Et je pense que c'est parce qu'on aura de la joie que quelque chose de notre joie et de la joie de l'enfant pourra se retrouver. C'est-à-dire qu'il y a une chose, alors quand je parle de joie, c'est la joie qui est au fond de nous, qui est maîtresse de toute chose, au-delà de la tristesse, au-delà de la peur, au-delà de toutes ces choses-là. Et d'oser dire à la vie, je vais dans ton sens. Vous avez vu, quand on perd quelqu'un, la plupart du temps, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est le mot non. La deuxième, c'est pas vrai. La troisième, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est l'ordre social. Il faut qu'on le quitte. Il faut qu'on arrête de dire non. Il faut qu'on arrête de penser qu'on a fait quelque chose en bien ou en mal pour vivre telle ou telle chose. Il faut qu'on arrête de penser toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête et qu'on redevienne un petit peu comme des pousses de génévrier, qu'on redevienne un peu plus simple, dans le sens du mot très fort du terme simple. Moi, je sais, Nathalie, parce que tu me l'as dit, que le jour où elle est partie, il y a quelque chose avec un amandier qui s'est passé. Dans ma lecture de la vie, l'amandier, il était juste là pour parler avec Nathalie. C'était sa fonction. Et la fonction de Nathalie, c'était qu'elle se rende compte qu'il y avait un amandier. Mais ne croyez pas que l'amandier était moins important que Nathalie. Tout ça, c'est des jeux de conjonction et des jeux de circonstances. Il n'y a rien qui est... Une fourmi, c'est tout aussi important qu'un aigle, mais ça n'a pas la même vision. Alors nous, on est au XXIe siècle, on est à peu près au niveau de la fourmi, vous voyez, la fourmi volante, allez, mettons. Il faut qu'on apprenne à devenir autre. Pour apprendre à devenir autre, il faut qu'on apprenne à devenir, allez, des moineaux, je ne dis pas des aigles, des moineaux. Il nous faut encore un petit peu de support, on va de support en support, mais on vole. Et pour voler, il y a 3 choses. Méditer. En méditer, c'est pas s'asseoir en Siddhi-Asana et d'attendre le printemps. C'est aussi tricoter, c'est aussi faire du sport. Il faudrait qu'on travaille ça vraiment. C'est une posture de l'esprit. Quand l'esprit se met un peu au repos. Vous savez, les grands sportifs, alors ça, je parle sous couvert de Nathalie, parce que le dernier qui m'a vu courir, je crois qu'il est mort l'année dernière. Et il arrive un moment où ça pense plus. Alors au début, ça pense beaucoup, ça pense énormément, ça pense tellement qu'on peut même se casser la gueule, tellement on est bête. Puis il arrive un moment où, et c'est en rapport avec le souffle. Alors ça me parle parce que je suis insuffisant respiratoire. En rapport avec le souffle, à un moment, il y a quelque chose qui fait que... Et le souffle devient la seule chose importante. Et c'est le souffle carré. Je ne sais pas si vous connaissez. J'inspire, je pose, j'expire, je pose.
Et la prière. La prière, c'est pas j'invoque un Dieu qui je ne sais quoi, ou etc. La prière, c'est se sentir un peu comme dans le film Avatar. Je suis un avec toute chose. Mais je suis pas un dans ma tête. Parce que ça, l'occidental moyen est très fort pour ça. Il dit, ouais, non, je suis un. Quand je suis un avec toute chose, il y a des choses qui me brûlent, il y a des choses qui me piquent, il y a des choses qui me grattent, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses... Voilà. Et quand j'arrive à être un petit peu comme ça, eh bien, automatiquement, je suis très, très proche de la porosité de l'autre côté. Bien évidemment, l'autre côté, ils ont aussi des trucs à faire. Parce que, voilà, comme ça. Et donc, ça permet de les appeler. C'est un petit peu comme si, vous vous rappelez, vous avez déposé votre enfant à la crèche ou vous l'avez déposé à la maternelle et vous êtes de l'autre côté du grillage et vous avez deux solutions. Soit vous chialez, et là, l'enfant, il ne va pas aller bien du tout. Soit vous faites la paix en vous-même et là, l'enfant va trouver sa paix. Et vous avez le droit aussi de partir et de laisser l'enfant se débrouiller. Il va se débrouiller, pas de souci. Mais vraiment, si on veut maintenant, au XXIe siècle, accompagner les gens, si vraiment on veut aller dans le soin palliatif, ce que je vais faire avec mon ami Salas, parce que j'ai changé d'hôpital, parce que j'en ai marre de faire toujours le même palliatif, si on veut vraiment faire du palliatif plus fort que Kübler-Ross, c'est d'aller vraiment dans le vol de l'oiseau et de vraiment comprendre que quand quelqu'un est mort, il est toujours là et qu'il sera à jamais là et que nous sommes toujours là. C'est-à-dire que l'accompagnement ne se finit pas là. Souvent, dans les hôpitaux, en plus chez les enfants, souvent ça peut arriver que, c'est même souvent le cas, que les gens qui accompagnent, les parents, etc., quand l'enfant est mort, il n'y a plus d'accompagnement. Mais c'est justement là où, quand l'enfant est mort, qu'il faudrait qu'il y ait le plus d'accompagnement. Je ne sais pas si... Tout à fait. Ouais, et puis, alors, bien sûr que je suis heureuse de t'entendre dire ça parce que, effectivement, je pense à une maman qui nous a dit son sentiment d'injustice, de se sentir totalement presque abandonnée au moment du décès de sa fille. Parce qu'effectivement, tant que notre enfant est malade, on a des ressources pour être là pour lui, pour tenir bon, pour trouver des mots, pour trouver la force. Mais évidemment, quand la vie s'arrête, c'est là qu'on est dans une fragilité absolue. Et c'est vrai que c'est là, on a l'impression que médicalement parlant, puisque l'enfant n'est plus là, ou l'adulte, ou peu importe, ça s'arrête. Et c'est vrai que pour moi, incarner cette continuité dans l'accompagnement, mais aussi dans la représentation de celui qui part, ça me paraît à la fois nécessaire pour réconforter, mais aussi juste au sens de justesse. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience que l'on fait avec son enfant défunt, que quelque chose se continue. Et je trouve, déjà, merci de nous dire toutes ces choses-là qui nous confortent dans une vraie expérience à la première personne. Mais souvent, le discours qu'on peut avoir de la part des personnes légitimes à parler de l'après-mort. Je pense aux religions, je pense à certains thérapeutes ou autres. C'est des discours qui vont être assez culpabilisants parce qu'ils intiment, un peu comme les soignants dont tu parlais, avec qui tu as échangé tout à l'heure, qu'il faudrait vraiment laisser tranquilles les défunts parce qu'y penser ou même les honorer ou perpétuer quelque chose le jour de l'anniversaire, le jour de date importante qui nous relie à eux, ce serait les déranger, ce serait même les perturber dans leur nouvelle vie. Et ça, c'est très culpabilisant parce que quand certains thérapeutes ou
ou même religieux, disent à une maman ou à un papa, ah, mais quand tu es triste, tu lui fais du mal et tu l'empêches de se libérer, d'aller dans la lumière. Qu'est-ce que tu peux aussi dire à ces parents qui ont en plus la culpabilité d'être tristes parce que leur enfant leur manque et qui n'ont plus que ces pensées, cette manière-là de garder le lien, et quand on les culpabilise de le faire? Ben, votre enfant qui meurt, il se prépare à un grand voyage. Et de ce grand voyage, il a besoin de personnes qui l'aident un peu. Il y a ces personnes-là, il n'y a pas d'inquiétude. Et ces personnes-là savent que vous n'êtes pas en état, pour l'instant, d'être d'un grand secours, mais en même temps que vous êtes le seul secours. C'est bizarre, hein? Et oui, vous êtes triste, oui, vous pleurez, oui, tout ce qu'on voit, etc. Mais c'est parce qu'on ne vous a pas appris ce qu'était la mort. Donc c'est normal. Et si vous avez envie de pleurer et que vous ne pleurez pas, c'est la pire des choses que vous puissiez faire, et à votre enfant et à vous-même. Parce que quand j'ai envie d'une chose à l'intérieur de moi, mais vraiment très profonde, il faut que cette chose s'exprime. C'est ce qu'on a appris dans la vie, hein. Si un parent a un ressentiment envers son enfant et qu'il ne lui dit pas, c'est-à-dire les choses non dites, ça va peut-être créer du pathos, donc de la souffrance. Donc la première des choses à faire, c'est d'être soi, d'accepter de pleurer, d'accepter même de crier, d'accepter même de dire que Dieu est, et puis tout ce que vous avez envie de dire, parce que vous êtes dans un moment où vraiment le papillon est en train de prendre l'envol. C'est-à-dire, dans la mort d'un enfant, il n'y a pas que l'enfant qui travaille, il y a le parent. Et le parent est vraiment en train de vivre une initiation plus que majeure. Et donc, il y a tout qui explose. Et tous ces thérapeutes bien pensants, quels qu'ils soient, coach, psy ou je ne sais quoi encore, ne les écoutez pas. Quant aux religions, elles ne sont pas là pour nous aider, elles sont là pour nous gouverner, toutes. Donc on le sait. Une fois que vous le savez, ça va mieux. Une religion, ça ne va pas vous libérer. La seule chose qui va vous libérer, c'est de connaître. Et connaître, ça demande des fois un peu d'engagement. Et votre engagement, c'est je vais avec toi un peu. Je lâche pas l'affaire. Quand un enfant décède, souvent, c'est parce que le papa et la maman sont des êtres d'une telle lumière qu'ils peuvent le vivre. Alors, je ne dis pas ça pour leur côté narcissique, je dis ça parce que vivre des choses comme ça, c'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Et ce n'est pas donné à tout le monde parce que on n'a pas tous les mêmes forces aux mêmes endroits. Et la plupart d'entre nous seraient bien incapables de le vivre. Et donc, quand on voit quelqu'un qui a perdu un enfant, la meilleure des choses qu'on ait à faire, c'est peut-être d'écouter l'autre, de n'avoir rien à dire. Alors vous allez me dire, il est marrant, lui, ça fait des mois qu'il nous parle, ce gros con, il n'a pas perdu d'enfant. Ce qui est vrai. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que je n'ai pas de légitimité absolue dans ce que je raconte. Mais j'ai perdu tellement de choses à l'intérieur de moi qui peuvent être comparées à des enfants que je suis assez tranquille avec ça. Et puis, un truc marrant, c'est qu'à chaque fois que je croise Carla Marie, pour moi, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, des fois d'une vingtaine d'années. Je ne l'ai pas connue quand elle avait 9 ans. Pour sa maman, elle aura toujours 9 ans. Et je lui ai posé la question, parce que sa maman m'a posé la question, pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais dans un grand sourire,
Puis une autre petite fille, enfin petite, une autre jeune fille m'a dit la même chose. Nous ne pouvons pas être autrement que le conditionnement de nos parents. Alors je lui ai dit, c'est vache. Elle m'a dit, non, c'est juste normal. Comment veux-tu que nos parents nous voient autrement? J'ai dit, ils peuvent l'imaginer. Et là, bien sûr, ils se sont foutus de ma gueule, parce que imaginer, c'est pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas possible. Moi, quand je pense à ma vieille mère, comme je dis souvent, Françoise, c'est toujours Françoise. Elle est là avec son cancer. Mais je sais qu'elle n'est pas comme ça. Je le sais. Mais à chaque fois que je la vois ou qu'elle se pointe, elle est comme ça. Et une chose qui m'est apparue évidente il y a 3 semaines, c'est que je ne pensais plus à Françoise. Non, c'est vrai, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Elle est morte en 2012. Et il y a quelque chose qui, à l'intérieur de moi, est venu me chercher lors d'une méditation. Et elle m'a dit une chose très, très douce, très simple. Elle m'a dit, tu sais que moi aussi, j'ai besoin de toi, mon fils. Ah, bien sûr, bon, ça m'a un peu fait pleurer, cette histoire. Mais ça m'a fait pleurer de joie. Il faut qu'on arrête de penser que c'est nous qui avons besoin de l'autre. L'autre a aussi besoin de nous. C'est ça, l'amour. Sinon, c'est pas de l'amour. Ceux qui sont de l'autre côté, ils sont bien. Vraiment, il n'y a aucun souci. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Mais ils vous aiment. Ils acceptent la temporalité, ils acceptent de subir un petit manque moins fort que le nôtre. Mais de temps en temps, ils aiment bien qu'on ait une pensée pour eux. N'hésitez pas. C'est pas une fragilité de dire je t'aime. C'est pas une bêtise de dire je vais aller sur la tombe juste pour faire un bisou. Il y a personne tout le monde sait qu'il y a personne sous cette putain de tombe. Ne laissez pas les gens vous dire des vilaines choses. Si pour vous c'est un signe de rassemblement, honorez-le. Si pour vous il y a d'autres signes de rassemblement, prenez ces autres signes. Soyez libre dans l'amour que vous avez pour l'autre. Souvent, les animaux sont des médiateurs extraordinaires. Et vous le savez, quand un enfant aime un petit chien ou un petit chat ou un cheval ou qu'importe, et qu'il va de l'autre côté, vous ne croyez pas qu'il a fermé la porte en disant « ouais, je n'ai rien à branler ». Il a envie de nouvelles. Bon, les animaux ont une facilité à donner des nouvelles. Mais vous pouvez vous aussi dire un truc tout bête, quoi. Tu sais, ma chérie, l'autre jour, je pensais à toi et Poupette, elle est allée dans le panier. Tu sais, celui que tu aimais. Oh, combien c'était doux. Tu sais, je pense que tu lui manques un peu. Des fois, je le vois, il te voit. Vous voyez, je prends exprès la voix de Pagnol parce que c'est une voix qui nous amène à réenchanter le monde. Il faut qu'on arrête de désenchanter. Moi, j'ai vu sur Facebook, donc c'est nul Facebook, ça fait rien. J'ai vu sur Facebook un documentaire où il y avait une dame que je connais, que j'aime beaucoup, avec d'autres dames, et qui nous parlait de l'illumination de la tombe de sa fille, Roma. Et c'était tellement beau. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? C'est tellement beau. Et puis l'idée d'illuminer les tombes, qui est une des idées du point rose, à part dire que c'est une idée géniale, bon, après, il y a des gens qui disent, mais attention, ça peut foutre le feu. Mais bon, ça, c'est leur limite à eux. Mais voilà, oser. J'ai un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle monsieur Bourbon, qui m'a enseigné à me servir d'un pendule, à être guérisseur. Bon, je ne savais rien, moi, de tout ça. Je suis né dans le Berry, mais j'en sais rien. Et au début, j'étais là avec mon pendule et je me disais, putain, j'ai l'air d'un con. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même fait taire ce mental. C'est pas tout le mental, c'est la partie du mental qui me disait, j'ai l'air d'un con. Et je suis devenu comme le pendule. Et il s'est passé des choses sympas.
Ah, j'ai pas guéri la terre entière, hein, loin de là. Mais j'ai enfin compris qu'il y avait des gens qui pouvaient guérir avec des méthodes que je ne comprenais pas. Et qu'on pouvait rencontrer les autres avec des liens qui étaient surprenants. Surprenants. Vous vous rendez compte? Vous avez un monsieur A et une dame B. Ils ne se connaissent pas. Ils vont se rencontrer dans un voyage entre Marseille et Paris, dans le TGV 4243, qui va partir à 19h05. À partir de cette rencontre, leur vie va être modifiée à tout jamais. Ils vont faire 2 enfants, etc., etc. Vous ne trouvez pas magique la vie? Pourquoi vous voulez la réduire à des trucs qu'on comprend? Moi, je ne comprends rien. Mais je sais que c'est magique. Et des fois, c'est dans l'autre sens. C'est que dans ce purée de TGV, on va tous mourir. Pourquoi? Et pourquoi l'autre, il n'est pas pris le TGV? On va se raconter des millions d'histoires. Mais peut-être que la résolution de ces équations qu'on ne connaît pas, elle est à la fois de notre monde et de l'autre monde. Et que nous n'avons qu'une seule vie, mais par étapes. Vous voyez? Là, dans ma vie, je suis à l'étape du doigt. C'est pas mal, c'est une étape. Mais je ne veux pas rester à tout jamais du doigt. Bon, déjà, c'est ridicule comme nom. Dans la prochaine vie, je vais m'appeler Bogart ou un truc bien tapant. Mais ça serait horrible. Mais en même temps, je ne veux pas perdre tous ceux que j'aime. C'est ça, être un être humain. Et c'est ça qui fait de nous des charmantes loutres de l'espace. On va de conscience en conscience, comme ça. Il faut qu'on expérimente tout ça. J'ai un peu dérapé là, non? Non, pas du tout. Bon, ça va. Merci Eric. Alors, je vais terminer peut-être avec une dernière question si vous n'en avez pas d'autres. Tu as dit tout à l'heure, un enfant qui meurt, est-ce qu'il a à faire quelque chose ailleurs? Et est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ça? Qu'est-ce que nos enfants partis, pour certains très tôt, tellement trop tôt pour leurs parents, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à faire de l'autre côté? Et est-ce que ce qu'ils ont à faire de l'autre côté est en lien avec leurs parents? Oui. Peut être en lien avec leurs parents. C'est pas peu, c'est être en lien. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est en lien automatiquement. Et généralement, il y a un tel amour entre ses enfants et ses parents que l'enfant va tout faire pour que le parent supporte ça. Il va vraiment tout faire, mais il va tout donner. Mais un enfant, ça rigole pas. Un adulte, c'est un peu... Et de l'autre côté, c'est pareil. Il sera enfant adulte, mais il va rester avec ce pouvoir de vie, cette énergie-là. Et le but du jeu, de ces incarnations, c'est vraiment la famille. On ne s'incarne pas seul, on s'incarne en famille. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde tous Netflix en famille. Donc les épisodes, on les voit ensemble. Et là, on est dans l'épisode où justement, comment tu fais quand je m'en vais? Et la vie, c'est pas le mental, c'est pas notre tête, c'est comment tu fais quand je m'en vais? Attends, on va faire un scénario. Alors, écoute-moi bien. À 9 ans, je me tire. T'es OK? Ouais, enfin, OK. Bon, tu m'aides, hein? Pas de souci, je t'aiderai. On peut imaginer plein de trucs. Et pour avoir vécu quelques petits trucs, et parce que l'univers l'a permis, mais moi, c'est un film. D'autres, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Franchement, notre pire ennemi, c'est la peur. Et le deuxième pire ennemi qui va avec la peur, c'est la tristesse. Ces deux choses sont des prisons.
La tristesse, on peut s'en séparer un petit peu. La peur, c'est ce qu'ont tous les parents qui n'ont pas perdu d'enfant. Une fois qu'on l'a perdu, c'est pas qu'on a moins peur, c'est que c'est fait. Et il y a des choses qui peuvent advenir. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Cette conférence, vous pouvez la réécouter sur Facebook et bientôt sur le site Internet et YouTube avec la précédente conférence d'Eric et toutes les autres aussi. Et voilà, je te remercie infiniment. Je partagerai juste une citation que j'ai entendue récemment, qui était une très belle citation de François Mitterrand. On a l'habitude souvent de citer Victor Hugo ou des références comme celle-là, mais celle-ci m'a beaucoup touchée. Il disait « Nos défunts ne veulent pas qu'on les pleure, ils veulent qu'on les continue ». Et je trouve que ça fait écho à ce que tu dis. Pour moi, les continuer, ce n'est pas faire comme s'ils étaient toujours vivants, ce n'est pas du tout ça. C'est continuer en les aimant, en faisant que la famille, telle que tu l'as décrite, même si certains membres sont devenus invisibles, ils continuent à faire partie de la famille et on peut inventer une autre façon d'être avec eux, être avec eux autrement, par des petits rituels, par le fait de leur parler, mais certainement de les aimer. Et cet amour est tellement vivant que c'est quelque chose qui nous inspire mille et une façons de communiquer avec eux. Voilà, je tenais à vous partager cette belle citation et à vous donner rendez-vous prochainement, le mois prochain avec toi, Eric, et avec également toutes les personnes qui nous font le plaisir de venir partager sur le Point Rose. Un grand, grand merci. Un grand merci. Ouais. Merci, Eric. Bonne soirée Merci à tous. vous. Et à bientôt. À bientôt.